Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être aussi nombreux. Donc là, c'est un webinaire qui est animé par l'Espace Info Énergie du Rhône et de la métropole de Lyon développé en partenariat avec la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré et le collectif citoyen Sévis Doré. Donc aujourd'hui, il est question de comment développer les énergies vertes sur son territoire. Donc, c'est un webinaire qui s'adresse particulièrement aux particuliers, donc aux citoyens, aux habitants. Et l'idée, c'est de le rendre un peu interactif. Donc, on s'est dit, testons nos connaissances et puis, voilà, on va vous offrir des solutions pour passer à l'action. Alors, le programme. Donc, un fournisseur d'électricité vraiment verte, est-ce que c'est possible? Donc, la réponse est oui. Et on vous expliquera comment bien choisir et comment c'est possible. Ensuite, on abordera le sujet, donc devenir producteur d'électricité grâce au soleil, avec des installations photovoltaïques. Ensuite, place à l'action, on testera vos connaissances en quelques questions sur la transition énergétique et le photovoltaïque. Donc, l'idée là est de répondre à quelques idées reçues et de répondre à vos questions. Et puis ensuite, la parole à Sévis Doré, qui est un collectif citoyen qui a pour objectif de développer les énergies renouvelables sur le territoire de la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré et qui nous expliquera un petit peu son fonctionnement et comment ensemble on peut développer les énergies renouvelables. Alors, on est en présence aujourd'hui de Marie-Laure. Marie-Laure Jass, chargée d'études, donc plan climat et énergie territoriale, et en charge du programme local de l'habitat de la Comcom Beaujolais-Pierre Doré. Bienvenue. Est-ce que tu veux nous dire un mot? Simplement, ce que je peux dire, c'est que dans le cadre de notre plan climat, on a bien entendu, comme tous les territoires, un objectif de faciliter la production de photovoltaïque dans le cadre de l'augmentation de la production globale de NR. Pour notre part, on a un objectif de 32 gigawattheures d'ici 2050 et on a la chance sur le territoire d'avoir une centrale villageoise qui s'est créée en début d'année. Et du coup, au niveau de la collectivité, on la soutient et en partenariat avec la LTE et sa centrale villageoise, mais aussi d'autres acteurs. On essaye de sensibiliser, entre autres, les habitants au développement du photovoltaïque. On travaille ici également sur les bâtiments publics. On va travailler sur les bâtiments publics et les entreprises. Donc, on est aussi dans une démarche de contrat de transition écologique où le photovoltaïque est inscrit. Donc, c'est quand même un axe fort de la collectivité. Voilà ce que je peux dire. Super, merci beaucoup. Donc effectivement, ce webinaire, il s'inscrit bien dans les objectifs de la communauté de communes. Alors, qui sommes-nous? Donc, c'est vrai que là a été mentionnée l'Agence locale de la transition énergétique. Donc, c'est la structure dans laquelle je travaille et qui est porteuse de l'Espace Info Énergie du Rhône et de la métropole de Lyon. Donc, on est membre du réseau FER, sûrement que vous en avez entendu parler. Le réseau FER, c'est l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement, qui dépend directement du ministère de la Transition écologique et des solidarités. Donc, nous, on est un service d'intérêt général et on s'adresse aux particuliers. Donc, on est gratuit, neutre et indépendant de tout fournisseur d'énergie et de matériaux. On ne vend rien, on ne fait que délivrer des conseils aux particuliers sur des aspects techniques, économiques et environnementaux. Voilà, ça c'est important à souligner. Et vous avez nos contacts dans les différents mails que j'ai pu vous envoyer. Donc, on est un service financé par tous les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, qui cofinancent et qui permettent justement d'avoir un service spécialisé pour les habitants du Rhône et de la métropole. On est aussi financé par l'ADEME et par la région. Alors, déroulement et consignes. Donc là, on est quand même assez nombreux, donc les questions ne pourront malheureusement pas se poser de vive voix. Je vous invite à utiliser le chat et donc mes co-animateurs ont le rôle de centraliser les questions
de les reformuler de manière à les concentrer, parce que parfois ça pourrait être les mêmes, ou si jamais il y a une ambiguïté sur la question, peut-être qu'on vous demandera d'ouvrir votre micro et de la poser à l'oral pour qu'on puisse y répondre. Pour pouvoir ouvrir le chat, vous avez un bandeau. Lorsque vous passez votre souris sur l'écran, vous avez un bandeau et vous avez marqué normalement « Converser », si je ne me trompe pas. Et là, dans « Converser », ça va vous ouvrir une boîte de dialogue et c'est là que vous pourrez poser votre question à l'écrit. Donc, comme ça se veut interactif, il y aura des sessions de questions-réponses qui vont ponctuer la présentation donc, après chaque thématique. L'objectif, c'est qu'on arrive à tenir dans les 3/4 d'heure, 1 heure, ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive à 1 heure. Donc, je vais essayer d'être bref et voilà, vous verrez qu'il y a quand même une bonne quantité d'informations. Donc, je tiens à préciser que l'espace Info-Énergie reste à disposition pour répondre à vos questions sur l'isolation thermique du bâtiment, sur les aides financières et sur les conseils qu'on peut vous donner pour la mise en place d'une installation photovoltaïque. Voilà. Alors, c'est parti. Les offres d'électricité verte, comment ça marche ? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez changer de fournisseur d'électricité. C'est possible et c'est très facile. Ça se passe en 2 clics. Ça, c'est les nouvelles lois qui ont permis l'ouverture à la concurrence. Donc, aujourd'hui, il existe près de 40 fournisseurs. Donc, c'est vrai que depuis 1946, il y avait un opérateur unique qui s'appelait EDF, qui aujourd'hui reste une entreprise privée, d'accord ? Ce n'est pas du tout une entreprise publique, et qui est devenu un fournisseur comme un autre. Donc, vous avez désormais un large choix de fournisseurs d'énergie. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver et pour bien choisir son offre d'électricité. Il faut savoir aussi donc, que ça se fait sans pénalité et à tout moment. D'accord ? Vous êtes vraiment libre et il n'y a pas de coupure d'électricité entre votre premier fournisseur et votre nouveau fournisseur. Alors, pour trouver une offre d'électricité, comment on fait ? Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Énergie Médiateur. Donc ça, c'est un site qui est conseillé par le gouvernement et qui vous permet de comparer des offres d'électricité entre elles. Donc sur les tarifs, je ne vais pas aborder ça plus précisément que ça, mais vous avez les tarifs fixes ou les tarifs indexés sur le prix du marché. Et vous avez un autre comparateur que nous, on vous conseille, comparateurd'offres.energie.info.fr, qui permet aussi de comparer différentes offres entre elles. Alors, pourquoi changer de fournisseur d'électricité ? Alors, on voit pas mal de ce qu'on appelle les offres vertes. Alors, pourquoi on changerait déjà de fournisseur ? Donc, ça peut être des raisons de coût, ça peut être pour des raisons de service, heure pleine, heure creuse, ou d'autres choses équivalentes, augmentation de la puissance, etc. Mais ça peut aussi être pour contribuer au développement des énergies renouvelables. Donc, effectivement, l'électricité, elle n'a pas de couleur, elle n'est pas bleue, elle n'est pas verte. Voilà, ça reste une électricité, c'est une onde qui circule et qui répond à des exigences techniques du réseau. Voilà, c'est une onde qui est normée sur le réseau électrique, ça reste de l'électricité. Donc, qu'est-ce qu'il existe sur le réseau ? Qu'est-ce qu'on appelle surtout électricité verte ? Donc, une électricité verte, ça va être une électricité qui est produite à partir de ressources renouvelables. Donc, le photovoltaïque, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse. Voilà. Et en comparaison, enfin en opposition, on pourrait dire, c'est l'électricité grise. Donc, ça, c'est une électricité qui est produite à partir d'énergie fossile ou nucléaire, fossile et fissile. Donc, pétrole, gaz, charbon ou nucléaire. Comment ça se passe en fait ? Ce qui se passe, c'est que peu importe le système de production, il va y avoir des producteurs via des centrales plus ou moins importantes. Donc là, voilà, ça peut être renouvelable ou pas. Peu importe. Ensuite,
donc là, on est en train de parler de ce qu'on appelle du flux physique, d'accord, du flux des électrons pour arriver jusqu'au consommateur. Donc, une fois que cette électricité elle est produite, il va falloir l'acheminer. Donc là, on a différents acteurs qui rentrent en jeu. On a RTE, donc Réseau de transport d'électricité. On a Enedis, qui est un des principaux réseaux de distribution de France. Et on a les entreprises locales de distribution, qui vont représenter 5% à peu près de la gestion du réseau en France. Voilà. Et donc, eux, ce sont des gestionnaires de réseaux électriques. C'est eux qui sont en charge de faire que l'électricité puisse transiter jusqu'au consommateur. Donc, les consommateurs, c'est qui? Eh bien, c'est vous, ce sont les entreprises et ce sont les industriels. Donc là, on est vraiment en train de parler d'un flux physique. Ensuite, comment ça se passe pour le flux financier ou ce qu'on va appeler aussi le flux contractuel? Le flux contractuel, c'est qu'en fait, ça ne va pas se passer si simplement, entre guillemets. Il va y avoir les producteurs qui sont chargés de vendre la production. Elles peuvent la vendre en contrat direct. Donc là, on est sur la partie verte. Donc là, il y a une traçabilité directe du producteur au consommateur, hein, puisque la centrale de production va tisser un contrat directement avec le consommateur. Ou alors, les gros producteurs vont déposer leur quantité d'énergie sur un marché de gros. Et là, il va y avoir une bourse de l'électricité. Ensuite, qui va acheter cette électricité? Ce sont soit directement les consommateurs, mais généralement, ça se fait au travers d'un fournisseur d'énergie. Donc, soit, comme on l'a dit, le fournisseur historique comme EDF, soit plein d'autres. Donc, je le répète, hein, il existait une quarantaine, aujourd'hui, il existe une quarantaine de fournisseurs d'électricité autres qu'EDF. Alors, pourquoi est-ce qu'il existe des classements? Pourquoi est-ce qu'il y a des offres, finalement, qui sont plus vertes que d'autres? Parce que c'est compliqué. Parce que tout le cursus, là, tout le parcours que l'on vient de voir, il est effectivement pas forcément évident et plutôt méconnu. Donc l'ADEME, donc l'Agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement, qui a d'ailleurs changé de nom, là je ne suis pas à jour, distingue deux types d'offres. Deux petites offres qualifiées vertes. On a l'offre verte dite standard, peut-être que ça vous parle, hein, ces notions, et on a une offre verte dite premium. Alors, l'ADEME n'a pas fait une distinction pour rien, hein. Elle a constaté effectivement que les offres standards, qu'est-ce qui se passait? En fait, les fournisseurs, ils achètent l'électricité sur le marché de gros ou à n'importe quel producteur d'électricité. D'accord? Et puis ensuite, donc là, je vais la faire assez claire, je la fais provoque exprès, d'accord? Ils l'achètent peut-être à des centrales charbon, okay, peut-être à des centrales thermiques qui ne marchent pas au bois. Peut-être, voilà. Donc, peut-être qu'ils achètent finalement une énergie fossile. Mais ils vont, entre guillemets, verdir leur électricité en achetant ensuite des garanties d'origine. Je vais vous expliquer après ce qu'est une garantie d'origine. Et en fait, ils vont acheter une garantie d'origine verte égale à la consommation annuelle de leurs clients. Parce qu'un fournisseur, il a le rôle de produire, ou en tout cas d'acheter une production nécessaire au nombre de clients. Il ne peut pas avoir plus de clients que ce qu'il est capable d'acheter sur le marché de gros. Sinon, il n'y a pas d'adéquation et là, il risque d'y avoir des problèmes sur le réseau. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent n'importe quel type d'énergie et après, sur le marché de gros, ils vont acheter ces garanties d'origine verte. Alors, qu'est-ce que c'est une garantie d'origine verte? C'est un document électronique donc, qui a une valeur au sein de l'Union européenne et qui certifie qu'une certaine quantité d'électricité renouvelable est injectée sur le réseau. Donc, une garantie d'origine verte, ça représente une quantité d'1 mégawattheure par an.
Alors, pour essayer d'illustrer un peu. Un producteur, il vend son mégawattheure d'électricité à un fournisseur de marché de gros. Mais il peut aussi vendre sa garantie d'origine verte à un autre fournisseur ou au même fournisseur. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de corréler la garantie d'origine verte à la production ou alors de vendre d'un côté sa production et de l'autre côté sa garantie d'origine. Alors, on essaie de placer ça sur le graphique. Donc là, je vous laisse reprendre connaissance du schéma. Je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas. Oui, on la voit. Donc, on a bien le flux physique, d'accord, qui fait que les électrons vont circuler des centrales de production au travers du réseau jusqu'au consommateur. Et on a vu qu'après, il y avait un flux contractuel qui se passait autrement. Donc là, comment ça se passe pour les garanties d'origine verte? Donc désormais, on a vu que les producteurs, soit ils vendaient leur électricité d'un côté et leur garantie d'origine verte de l'autre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les fournisseurs peuvent se décorréler. Je répète, hein, j'espère que c'est clair. Peuvent se décorréler. Ils peuvent acheter, pareil, je le refais, ils peuvent acheter de l'énergie thermique pour assurer la production nécessaire à leurs clients. Et ils peuvent, d'un autre côté, acheter des garanties d'origine verte pour dire qu'ils contribuent à la production d'énergie verte. Donc ça, c'est l'offre standard. Je pense que vous me voyez venir. Du coup, la différence avec l'offre premium, c'est que l'achat d'électricité, donc l'achat d'électricité renouvelable, est lié à l'achat des garanties d'origine. D'accord? Donc là, j'achète de l'énergie éolienne, et ben, je corrèle avec l'achat des garanties d'origine verte associées. Donc là, il y a une vraie traçabilité pour le consommateur. Et en plus de ça, il y a une rémunération pour le producteur. Alors, cette rémunération, donc, comment ça se passe? Donc, il y a dans le prix de l'électricité, vous allez payer des taxes pour l'électricité, des taxes d'acheminement, des taxes pour votre fournisseur, votre part de consommation, et ensuite, en jaune, vous avez la garantie d'origine verte. Sauf que dans le cas de l'offre premium, ce que vous achetez de réellement vert, c'est à la fois votre consommation d'énergie, mais aussi la garantie d'origine verte associée. Ce qui fait que quand vous avez une offre standard, la garantie d'origine verte va contribuer, vous voyez la part en jaune, très faiblement à la production d'ENR, d'énergie renouvelable, alors que dans le cas d'une offre premium, votre consommation et la garantie d'origine verte contribuent au développement des ENR et à la rémunération à juste titre des producteurs d'électricité. Alors, mince, il y a plein d'animations, mais celle-ci, je passe. Je ne voulais pas m'attarder plus que ça. Voilà, donc je vous le répète, c'est possible et facile de changer de fournisseur. Il existe des comparateurs d'offres. Et voilà, et ça se fait en 2 clics. Voilà, j'en ai terminé pour cette première partie. Alors, je pense que c'est complexe et j'espère avoir été assez claire. Il y a des questions. Alors, il faudra allumer votre micro. Il y a 2 questions. La première question de Catherine Roland, qui détient RTE? Qui détient RTE? Bonne question. Je ne sais pas. Je pense que ça se trouve très facilement sur Internet. Je pense que c'est un organisme public, mais je ne pourrais pas le dire avec certitude. D'accord. Une autre question de Laetitia. Bonsoir. Sachant que les énergies vertes comme le photovoltaïque sont créées à partir de métaux rares et d'énergie fossile à l'autre bout du monde et consomment en amont de leur exploitation beaucoup d'électricité, comment obtiennent-ils le label énergie verte et non polluante? Très bien. Alors ça, c'est une question. On va y répondre au cours de ce webinaire. Donc, je vais me permettre de ne pas y répondre maintenant.
La réponse va arriver très vite et effectivement, ça fait partie là, des documentaires qui sont sortis sur Internet récemment. Et donc, voilà, un des objectifs de ce webinaire, c'est de répondre à ces questions de manière sourcée. Voilà, donc très bonne question et j'espère que le webinaire y répondra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question de Bertrand. Qui vend les géos indépendamment de sa production? Eh bien, ça, c'est le comparateur d'offres qui vous le dira justement. Donc, si vous allez sur le site du médiateur de l'énergie, donc les sites que je vous ai présentés tout à l'heure, et particulièrement Greenpeace qui a fait un classement de ces offres vertes, eh ben, vous trouverez comment comparer, comment dire, vous trouverez la fiabilité de ces différents fournisseurs d'énergie. D'accord. Voilà. Une réponse de Thierry Manceau. RTE est une entreprise au capital d'État. Eh ben, donc Thierry Manceau, c'est mon collègue qui est plutôt qui est très calé sur ces questions d'énergie verte. Donc éventuellement, Thierry, si tu veux activer ton micro pour répondre. Alors, oui. Bonjour Jessica. Bonjour Thierry. J'étais pas disponible ce soir, je suis arrivé un peu en retard, mais bon, l'explication est très, très simple. Après, c'est vrai que ça pose plein de questions. Pour les garanties d'origine, c'est un registre à l'échelle européenne. Donc, je n'ai pas mes notes sous les yeux pour vous citer l'entreprise qui est en charge, qui a été déléguée par l'État. Alors, c'est un registre européen et après, dans chaque pays, l'État a fait un appel d'offres pour gérer ses garanties d'origine. Donc, en toute transparence, avec un cahier des charges, c'est un registre dans lequel toute production d'énergie renouvelable est cataloguée. Et donc, vous avez en face des garanties d'origine qui s'échangent comme un Monopoly. Hein, on s'échange les cartes d'un fournisseur d'électricité à l'autre. Donc, tout ça est parfaitement tracé. Et donc, logiquement, il n'y a pas de fuite de garantie d'origine. Très bien. D'autres questions de Francis. Bonsoir et merci pour cette conférence. Si je comprends bien, les centrales qui brûlent du bois sont vertes? Point d'interrogation. Bah, Thierry, oui, bien sûr. Les centrales qui brûlent du bois, à partir du moment où le bois est une énergie dite renouvelable, effectivement, c'est une électricité de ressources renouvelables. Tout à fait. Celles qui sont cataloguées comme non renouvelables, c'est bien évidemment les centrales thermiques à énergie fossile. Hein, on peut avoir des centrales thermiques, bientôt je pense qu'on aura des centrales thermiques au gaz, mais au gaz renouvelable. À partir du moment où on a des ressources renouvelables, elles sont référencées comme ressources renouvelables, électricité renouvelable. Et si c'est thermique fossile ou thermique nucléaire, c'est considéré comme une énergie dite grise. Très bien. Question de Pascal Lebrun de la communauté de communes. Lorsqu'un fournisseur d'énergie verte vend ses GO, que vend-il donc sur le marché? Alors, voilà, c'est ça qu'il faut décorréler, c'est-à-dire que l'électricité, c'est toujours de l'électricité, quelle qu'elle soit. Elle n'a pas de couleur. Elle n'est ni verte, ni grise, ni blanc, ni rouge, ni bleu, blanc, rouge. L'électricité, c'est une onde qui nous parvient et elle est calibrée suivant donc des normes bien précises pour être injectée sur le réseau. Donc, que vous achetiez de l'électricité grise ou de l'électricité verte, elle aura la même qualité en termes d'ondes portées dans le réseau. Donc, lorsqu'un producteur vend son électricité, il vend l'électricité qui est calibrée pour être sur le réseau et reçue. Après, son électricité produite avec des énergies renouvelables a une valeur supplémentaire, c'est la garantie d'origine. Et cette garantie d'origine, il peut la vendre avec son électricité ou il peut la vendre à n'importe quel autre fournisseur, mais de toute façon, il aura vendu son prix de l'électricité au prix de marché. C'est ça qui fait la différence, c'est qu'il est obligé de vendre son électricité au prix de marché, alors que s'il l'avait vendu à un fournisseur qui valorise
son électricité renouvelable, à ce moment-là, il aura une électricité vendue bien plus chère. C'est pour ça que, logiquement, dans les offres d'électricité verte, lorsque vous vous adressez à des fournisseurs qui achètent leur électricité verte directement aux producteurs, normalement, elle est un petit peu plus chère parce qu'elle est mieux valorisée. Une autre question de Alors, GDF. juste, ce sera la dernière question. Il va falloir qu'on avance et peut-être qu'on pourra prendre le temps en fin de webinaire pour continuer de répondre à toutes ces questions. D'accord. Alors la dernière, si je change de fournisseur d'électricité, est-ce que je peux toujours bénéficier de la prime énergie EDF? Alors non, si vous changez de fournisseur, c'est votre interlocuteur et le fournisseur que vous avez choisi. EDF est un fournisseur comme un autre. Je ne sais pas si vous parlez des chèques énergie, mais si c'est les chèques énergie, oui, ils sont valables partout. Oui, tout à fait. Alors, on va clôturer cette session sur les garanties d'origine parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Mais voilà, l'espace, hein, vous pourrez me poser des questions éventuellement par mail ou alors on prendra le temps d'y répondre à la fin si on a encore le temps. Merci Thierry pour tes apports. Alors, je vous propose qu'on passe au second thème qui est devenir producteur d'électricité grâce au soleil. Donc, pour ça, avant de devenir producteur d'énergie, faites bien attention. Ce qu'on préconise tout d'abord, c'est d'être sobre en énergie. Donc, la sobriété, c'est-à-dire maîtriser ses consommations. On peut maîtriser ses consommations par des gestes simples, aussi par des équipements efficaces. Donc, et puis maîtriser ses consommations, ça peut être de manière primordiale, c'est isoler son bâtiment. Donc nous, ce qu'on vous préconise, c'est d'abord mettre en place des éco-gestes, faire en sorte que votre bâtiment économise peu, et ensuite vous intéresser aux énergies renouvelables. Par exemple, on préférera que vous, et puis c'est même plus souhaitable pour vous, que vous mettiez 8 000 € dans une isolation de votre logement plutôt que dans un panneau solaire, en tout cas pour commencer. C'est pour ça que là, on va parler de devenir producteur d'énergie photovoltaïque de manière individuelle et pour ça qu'on ouvre ensuite sur devenir producteur d'énergie collectivement. Alors, histoire de partir sur de bonnes bases, quand on dit produire de l'énergie avec le soleil, pour aujourd'hui en tout cas, on va parler du solaire photovoltaïque. D'accord? Donc, quand on parle de solaire photovoltaïque, c'est-à-dire qu'on produit de l'électricité, mais on peut effectivement, avec le solaire thermique, produire de l'eau chaude. Mais nous, on va aborder la production d'électricité. Alors, qu'est-ce qui compose une installation photovoltaïque? Facile, des panneaux et son support. Donc, comme tout système, le rendement diminue de 0,5% par an. Aujourd'hui, on a des garanties fabricants sur les panneaux solaires de 20-25 ans. Là, j'ai eu un devis la semaine dernière, donc c'était 25 ans de garantie. Donc, garantie, ça ne veut pas dire fin de vie de panneau, hein. Ça veut juste dire garantie fabricant. C'est pour dire comment ça peut aller au-delà. Il y a 5 ans de ça, les garanties fabricants, elles étaient de 10 ans. D'accord? Donc ça, c'est pour vous témoigner aussi d'une manière très concrète de l'évolution de la technologie. Donc, on a effectivement les panneaux solaires et leur support. Qu'est-ce qu'il y a dans un panneau solaire? Parce que ça va répondre en partie à la question des terres rares. Donc, dans les panneaux au silicium, qu'est-ce qui compose un panneau? Donc, il y a du verre trempé, d'accord? Ça, c'est pour protéger le système, entre autres. Vous avez une feuille de plastique souple donc qui permet de faire du verre feuilleté et d'assembler. Vous avez ensuite la fameuse cellule solaire, c'est-à-dire celle qui est capable de produire de l'électricité. À nouveau, la couche EVA et une feuille de plastique rigide, donc isolante, qui permet de faire le dos du panneau. Suite à quoi, ce panneau solaire va produire de l'électricité, il va falloir l'acheminer, donc il va y avoir une boîte de jonction, excusez-moi, avec des câbles. La cellule, si on zoome un peu, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a une grille conductrice, donc généralement de l'argent ou du cuivre, une couche anti-reflet, du phosphore, une plaque de silicium qui va composer quasiment 90% c'est marqué là, 99%
de la cellule et voilà, et un métal conducteur à l'arrière. Donc là, c'est pareil, hein, c'est du cuivre ou bien de l'argent. Ce qu'on ne voit pas ici, là, c'est qu'il manque le cadre alu aussi. Voilà, c'est pareil, c'est évident, mais il manque le cadre alu. Donc effectivement, là, on voit bien qu'il n'y a pas de matériaux rares sur ce type de panneau. Donc ce type de panneau là que je vous présente, c'est ceux qui se font sur le marché grand public et qui représentent plus de 90% de la production mondiale. Voilà, première phase de réponse aux questions. La suite viendra plus tard, vous inquiétez pas. Donc ensuite, on produit l'électricité grâce au panneau, mais pour pouvoir l'insérer sur notre réseau électrique, il va falloir un onduleur. Donc l'onduleur, là j'ai mis durée de vie environ 10 ans, mais bon, c'est pareil, c'est pas vrai. Certains meurent au bout de 10 ans, certains durent 20 ans, voilà. Et ça permet effectivement de convertir l'électricité pour l'injecter sur le réseau. Ensuite, on a le compteur. Donc, en fonction du modèle économique, donc là aussi, le modèle économique, ça va être un flux contractuel, hein, on n'est plus dans le flux physique. On va mettre un ou deux compteurs en fonction du modèle économique. Donc, les modèles économiques, je vous les présente tout à l'heure. Ensuite, cette électricité, elle est injectée sur le réseau, ou en tout cas, vos maisons sont globalement raccordées au réseau. Rares sont les cas de sites isolés, à part en refuge ou situation vraiment marginale. Et ensuite, donc, une installation va se composer finalement de vos appareils électriques qui vont consommer les électrons que vous allez produire, parce que les électrons, c'est un petit peu comme l'eau, ils vont au plus simple. Donc, ce qu'ils vont faire, ce n'est pas forcément aller au réseau, c'est se déplacer là où il y a un appel de consommation. D'accord, donc dans tous les cas, peu importe le modèle économique, finalement, vous allez injecter vous allez consommer, les électrons que vous produisez. Donc, une fois que vous produisez votre électricité, effectivement, il va falloir la valoriser. Donc là, il existe différents modèles économiques. Le premier modèle économique, c'est la vente en totalité. Je produis, je vends tout. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Sur ma facture, rien ne change. Mais chaque année, donc à la date d'anniversaire de mise en service de mon installation, donc le jour où elle a commencé à produire, 1 an plus tard, je vais recevoir un revenu. C'est-à-dire que EDF Obligation d'achat va me verser la production que j'ai produite fois un tarif d'achat qui a été signé par un contrat. Donc ça, c'est des tarifs réglementés. Ensuite, vous avez la possibilité de faire un mix, c'est-à-dire d'autoconsommer une partie. Autoconsommer, ça veut dire quoi? Ça veut dire consommer pendant la période de production. D'accord? Donc, je produis entre 8h et 17h. L'autoconsommation, c'est ce que je vais consommer pendant ce laps de temps. D'accord? C'est la consommation en adéquation avec la production. C'est ça l'autoconsommation. Ce n'est pas l'autonomie. D'accord? Donc, un ménage en moyenne, donc un ménage français en moyenne est capable d'autoconsommer, ça c'est vraiment des messages des installateurs, à peu près 20-25% de sa production. D'accord? Même en optimisant, on atteint très rarement les 30% d'autoconsommation. C'est-à-dire que je suis capable de consommer 30% et je vais vendre 70% de ma production. Donc, la vente du surplus. Ensuite, il y a l'autoconsommation totale. L'autoconsommation totale, ça veut dire que je vais dimensionner mon installation de manière à être apte à consommer l'intégralité de ma production. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas exploiter le potentiel total de ma toiture, comme c'est le cas sur l'image. On voit bien que ce n'est pas l'intégralité du toit qui a été équipé, mais c'est qu'une petite partie, peut-être parce que la consommation de cette personne, au moment de la production solaire, peut-être que le dimensionnement de cette installation est lié à ce qu'elle est capable de consommer pendant la période de production. Je mets un blanc exprès, hein, c'est le temps de... Parce que des fois, je suis familière et je vais un peu vite sur les explications. Et il existe un modèle économique qui s'appelle le stockage virtuel.
Donc là, il faut que nous, à l'espace Info Énergie, on prenne le temps de l'étudier. Là, ça fait un moment que je dois le faire, je vais le faire. Donc là, le principe, c'est que vous allez autoconsommer une partie de votre électricité et que le surplus, au lieu de le vendre, vous allez le mettre dans une batterie virtuelle. Donc une batterie virtuelle, c'est quoi? C'est un compteur sur votre ordinateur. Enfin, ça va se passer au travers d'un nouveau fournisseur d'énergie. Du coup, vous allez contractualiser avec une entreprise qui va stocker vos électrons. Et quand la nuit, vous faites normalement appel au réseau électrique ou à votre fournisseur d'énergie pour alimenter votre éclairage, votre four, votre chauffage électrique par exemple, et bien là, vous allez puiser dans votre stockage virtuel. Comment ça fonctionne? Donc, imaginons, alors malheureusement, j'en ai que 2 en tête. Donc, il y a Urban Solar et il me semble que Équateur le propose aussi. J'ai un devoir de neutralité, je devrais en citer une 3e, mais j'ai oublié. Donc, imaginons Urban Solar, vous allez devoir vous fournir en électricité chez eux. Ensuite, vous allez payer un abonnement mensuel pour ce stockage virtuel. Et lorsque vous allez utiliser votre électricité produite, comme elle va transiter par le réseau, vous allez payer des taxes d'utilisation du réseau. D'accord? Donc, elle n'est pas gratuite. Vous allez, entre guillemets, juste payer les taxes. Donc, tout ça, ça se compare. D'accord? C'est différents modèles économiques. Donc, ça, comme je vous le disais, c'est une valeur contractuelle, c'est un flux contractuel, puisque de toute manière, vos électrons vont au plus proche de la consommation, c'est-à-dire chez vous. Donc, pour savoir quel est le meilleur modèle économique, on a un super outil qui a été développé par une association qui s'appelle ESPUL, qui est Centre de ressources nationales sur le photovoltaïque. Donc, cet outil s'appelle évaluermondevisphotovoltaïque.info. .info, c'est important, ça veut dire que c'est un site qui n'a pas de vocation commerciale. Donc, comment il fonctionne? Vous allez rentrer les caractéristiques de votre installation, orientation, inclinaison, puissance et adresse. Il va vous sortir un productible et il va vous comparer, en fonction de vos hypothèses de départ, les différents modèles économiques. Parce que je sais que vous êtes curieux, que vous posez beaucoup de questions, je vous ai mis un petit exemple. On s'est mis dans les circonstances idéales, mais il n'y a pas besoin d'être au sud et à 30 degrés pour pouvoir avoir une installation photovoltaïque qui fonctionne. C'est juste voilà, les conditions les plus favorables. Donc, il s'agit là d'une toiture de 17 mètres carrés, ce qui représente une puissance installée de 3 kW crête. Je n'ai pas pris le temps de vous expliquer ce que c'était, mais ne vous inquiétez pas, avec un rendez-vous à l'espace Info Énergie, on prendra le temps de vous l'expliquer. Une installation de cette taille-là, ça coûte environ 8 000 €. Je dis environ parce que tous les installateurs ne font pas les mêmes prix et forcément, si le toit est difficile d'accès, si vous mettez en surimposition, enfin voilà, il peut y avoir différents paramètres qui expliquent des différences de coûts. Cela amène à un retour sur investissement de 13 ans. Donc là, c'est une capture d'écran du site internet de ce comparateur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, alors je n'ai pas marqué, mais en hypothèse, j'ai mis un taux d'autoconsommation de 20%, il me semble, qui est quelque chose de réaliste. Donc, sur 20 ans, votre retour sur investissement en déduisant l'investissement vous rapporte 4 480 € si vous faites de la vente en totalité. Si vous faites de l'autoconsommation totale, vous perdez de l'argent parce qu'en fait, vous allez trop produire. Et comme vous ne valorisez pas cette production non consommée, et bien finalement, vous ne rentabilisez pas. Dans le cas de l'autoconsommation partielle avec vente de surplus, vous ressortez avec un gain de 1 620 €. Le logiciel, il est plus complet, c'est-à-dire qu'après, vous avez un tableau qui vous permet d'avoir le détail des calculs qui amènent à ces résultats. Voilà, donc ça, ne vous inquiétez pas, ce sont des informations que je vous mettrai quand je vous enverrai une enquête de satisfaction. Je mettrai le lien vers le replay, plus voilà, des ressources importantes, dont ce site internet. Alors, les grandes étapes de préparation, c'est savoir estimer le potentiel de sa toiture, faire venir un artisan, obtenir un devis, mais surtout ne rien signer,
Étudier le devis grâce à évaluer mon devis photovoltaïque vous permettra de comparer les valeurs annoncées par l'installateur, mais aussi les modèles économiques. Et si vous avez un doute à n'importe quelle de ces étapes, vous pouvez contacter l'espace Info Énergie. D'accord? Je répète, on est gratuit, neutre, indépendant et on ne vend rien. Et on est là pour ça. Voilà pour devenir producteur d'électricité. Bon, vous avez vu, on va exploser un petit peu le temps. J'espère que vous avez le temps de rester avec nous. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Alors, oui, il y a plusieurs questions. Alors que je m'y retrouve un petit peu. Une question de Michel Bergier. Est-ce que toutes les cellules sont exclusivement fabriquées en Chine? Non, il y a il y a des entreprises en France qui produisent leurs cellules, entre autres Photowatt, qui sont basées en plus en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais effectivement, 90% des cellules sont fabriquées en Chine, dans le monde. Voilà. 90% des cellules sont fabriquées en Chine, effectivement. Après, une question de Laetitia qui dit, vous indiquez que l'énergie à base de centrales charbon est source d'énergie verte. Brûler du bois charbon pollue notamment par la production de CO2 et donc atteint la couche d'ozone. Ensuite, il y a eu une réponse qui a été faite de Pascal Lebrun qui dit, brûler du charbon consiste à envoyer dans l'atmosphère du CO2 issu des énergies fossiles. Brûler du bois consiste à envoyer dans l'atmosphère du carbone qui sera reconsommé par de nouveaux arbres qui mettront seulement une trentaine d'années à repousser. C'est en cela que c'est écologique, car renouvelable dans une échelle de temps relativement courte. Donc, si ça vient du charbon, ça pollue. Si ça vient du bois, on est dans un système plus vertueux puisque le CO2 est reconsommé par les arbres. Toujours de Laetitia, on est d'accord, je ne me plante pas. Alors, peut-être que Thierry, tu es encore là? Apparemment, non. Bon, eh ben, je vous laisse juste me remonter les questions en lien avec la thématique de devenir producteur, s'il vous plaît. D'accord. Une question intéressante de Amadeu Dorrego. Y a-t-il des moyens de capacité de stockage physique pour restituer l'énergie lors des phases de non-production, batterie, etc. À l'échelle d'un particulier, effectivement, ce n'est pas du tout intéressant. Ce n'est pas intéressant de penser à des batteries de manière écologique, puisque voilà, les batteries vont impacter l'impact environnemental du projet, mais même de manière économique, en fait, ça tue le gisement financier. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la meilleure batterie qui existe aujourd'hui, c'est le réseau électrique français. Pourquoi? Parce que vous avez vu, là, quand on produit l'électricité, le surplus, qu'est-ce qu'on en fait? On le renvoie sur le réseau et c'est nos voisins. Alors, voisins, on peut le voir au sens large, hein, parce que là, on a un maillage à l'échelle européenne. Donc, on a nos voisins, proches ou moins proches, qui vont pouvoir consommer cette énergie produite instantanément. Si jamais, au contraire, on arrête de produire, qu'est-ce qu'on fait? On est quand même hyper content de pouvoir faire appel au réseau pour se fournir en électricité. Donc, effectivement, tout l'enjeu de la transition énergétique, c'est de basculer des énergies fossiles, fissiles, vers une transition, une production d'énergie verte. Pour autant, mais ça je le redirai, hein, la transition énergétique, elle ne se résume pas du tout à la production d'énergie renouvelable. Elle se résume, enfin, ou en tout cas, elle commence par des enjeux de sobriété, c'est-à-dire de réduction de nos consommations. D'accord? Donc, avant effectivement de penser à la production d'énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure, pensons à ce que l'on consomme. Une autre question, quelles sont les avancées du smart grid en Europe? Oh là, question un peu trop difficile pour moi, j'ai pas la réponse. C'est un peu compliqué, donc on trouvera la réponse. Je pourrais peut-être vous l'expliquer, juste, excusez-moi de prendre la parole. C'est l'utilisation de la batterie du véhicule électrique en tant que capacité de chargement et de restitution de l'électricité soit dans la maison, soit dans le réseau. Comme le faisaient un peu les voitures, les petites voitures qui étaient faites à Lyon, qui étaient de comment il s'appelle, je ne me souviens plus du fabricant. Voilà.
D'accord. Alors non, il n'y a pas que ça dans le smart grid, c'est un peu plus large que ça, mais effectivement, tout ce qui est smart grid, ça va être la gestion de la production et de la consommation, et voilà, comme je le disais tout à l'heure, l'adéquation entre tout ça. Et une des solutions de stockage peut être effectivement la voiture électrique. Il y en a d'autres, il y a la conversion de l'électricité en gaz naturel. Voilà, donc moi, je ne m'y connais pas assez pour pouvoir répondre à ces questions. Voilà. Prochainement, on pourra utiliser l'électricité pour fabriquer de l'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau, et l'hydrogène sera ensuite réutilisé. C'est un moyen de stockage intermédiaire. Mais ça, Effectivement, aussi. plus tard. Une autre question, quel entretien faut-il prévoir pour les panneaux solaires? Alors, donc l'entretien, ça va être les 2 premières années, on vous conseille de regarder votre installation une fois par an, et ensuite de faire venir un installateur à peu près tous les 3 ans ou quand il y a un défaut. L'entretien va consister globalement à dépoussiérer les panneaux, et au début, on vous préconise aussi de faire un suivi de production. Donc c'est pareil, là il y a un site internet qui s'appelle photovoltaïque.info qui vous permet de voir la production mensuelle et de comparer les résultats de votre installation par rapport à ce qui a été produit pour s'assurer du bon fonctionnement de votre installation. Une autre question, mais je pense que vous allez en parler plus tard. Existe-t-il des aides? Si oui, dépendant du modèle économique? Est-ce Alors, dépendant du modèle économique? les aides financières actuellement pour le photovoltaïque, c'est le tarif d'achat, c'est-à-dire EDF Obligation d'achat, qui vous rachète l'électricité à un tarif réglementé. Et il y a une prime pour le modèle d'autoconsommation avec vente de surplus. C'est parce qu'il y a une réelle différence entre le tarif d'achat proposé pour la vente en totalité, qui est supérieur à celui proposé pour la vente du surplus. Voilà, donc ça, c'est une prime de l'ordre de 1 200 €. Mais vous verrez avec le logiciel évaluer mon devis photovoltaïque.info que ça rentre en compte dans la comparaison. Vous avez le détail qui est inclus dans le modèle économique, la prime à l'investissement. Et enfin, une dernière question, quelle solution pour devenir neutre ou au moins pour nous y aider? Alors, donc d'abord, bien isoler son logement, avoir un système de production de chauffage qui utilise éventuellement, enfin même de manière, une énergie renouvelable, par exemple le chauffage au bois. Ça, c'est des choses dont on y réfléchira ensemble lors d'un rendez-vous à l'espace Info Énergie. Et tout à l'heure, quand je vous disais que la meilleure batterie, c'est le réseau et que l'autoconsommation, ce n'est pas l'autonomie, une des choses que vous pouvez faire avec le photovoltaïque, c'est essayer de produire autant que ce que vous consommez dans une année. Donc, pas forcément produire et consommer en même temps, mais vous dire je consomme 3200 kWh à l'année, et essayez de produire à minima, parce qu'effectivement, c'est plus intéressant d'utiliser l'intégralité de son toit et donc de produire plus que ce qu'on consomme, ça c'est encore plus beau. Voilà, donc ça peut être une des vertus du photovoltaïque et de choix de dimensionnement. C'est-à-dire produire en photovoltaïque ce que l'on consomme à l'année, mais pas forcément de manière simultanée. Voilà, on est déjà à 1 heure quasiment. J'ai encore deux questions très rapides. Le stockage d'électricité peut se faire sur une installation de batterie Tesla Schneider, entre autres fabricants fournisseurs de ce type de produits. Voilà une information. Une autre information de Pascal Lebrun. Pour compléter les propos de Jessica, les électrons de nos panneaux iront d'abord chez nos voisins de votre quartier, car les électrons sont fainéants et vont au plus court. De plus, votre investissement photovoltaïque permettra peut-être de moins renforcer le réseau de votre quartier. Là, on aborde le smart grid, si j'ai bien compris. Pas forcément le smart grid, non, mais effectivement, la question de gestion des réseaux. Oui. Voilà. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, on n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui. D'accord. Quel est le prix moyen de rachat? C'est des infos qu'on doit trouver sur votre site. On va passer, je pense, à la partie d'après. Peut-être que ça répondra à d'autres questions, mais sinon, ne vous inquiétez pas pour tout ce qu'on vient d'aborder là. Comme je vous le dis, nos conseillers sont à votre disposition pour des rendez-vous. Alors, là, c'est parti. Testons nos connaissances sur le photovoltaïque. Sur n'importe quoi, les idées reçues sur la transition énergétique et le PV photovoltaïque. Alors, c'est parti. Première question.
quel est en France, donc je vous demande de répondre soit par le chat, et si vous avez des tendances qui sortent, tant mieux, sinon dans vos têtes, il n'y a pas de jugement, ça reste anonyme. Hein. Donc, quel est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre? C'est le transport. Ok, parce que, alors si vous avez eu des difficultés à répondre, c'est normal, parce qu'en fait, ils sont quasiment tous équivalents. Donc, regardons un petit peu l'empreinte carbone d'une personne résidant en France. Je vous laisse le lire, hein, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est varié. Tout a un peu un impact plus ou moins important. Donc là, ce graphique, je vous l'enverrai, hein, le PowerPoint, je vous le mettrai à libre disposition. Donc maintenant, à vous de jauger où est-ce qu'il y a des leviers. Donc il y a bien évidemment des choses qui concernent l'individu, mais il y a aussi la question des services qui là sont plutôt des actions du coup des actions collectives et plutôt sociétaires. Ensuite, quelle est la principale source d'énergie utilisée en France ? J'attends un peu exprès. Réponse, le pétrole. Facile quand on a vu la question précédente, mais pas évident à se représenter pour autant. Donc là, je tiens à préciser qu'on est en train de parler d'énergie et non pas d'électricité. Ça, ce sont des amalgames qui sont très utilisés dans les médias. La production d'électricité, la production d'énergie. Donc là, on est vraiment en train de parler de la production d'énergie. Donc, voilà un petit peu les chiffres. Hein. Les produits pétroliers représentent 40%, donc une large part de nos consommations. Et si on zoome un peu sur la partie énergie renouvelable, donc là, tout besoin en énergie confondue. Donc là, quand on parle d'énergie, on parle de chaleur, on parle de transport et on parle de production d'électricité. Okay, ça, ce sont nos trois besoins en énergie. Donc, comment ça se répartit? Eh bien, de la sorte, hein, je ne vous les lis pas, je vous laisse regarder le schéma. Et je vous demande de prêter quand même une attention particulière à l'éolien et au photovoltaïque. Alors, encore une question. Donc là, on fait exprès de zoomer un petit peu sur le sujet de ce webinaire. Quelle est la part du photovoltaïque dans la production électrique française? Donc là, on est sorti de la production d'énergie et on se concentre sur la production électrique. Alors, j'espère que vous avez mis la réponse D. Mais malheureusement, on en est vraiment très loin. Aujourd'hui, on est à 3% de production photovoltaïque en France. Et le 40%, c'est les objectifs de la PPE pour 2050, de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ça, c'est les objectifs nationaux de production d'énergie renouvelable, tout confondu. Donc là, effectivement, aujourd'hui, on a une production qui est très faible avec un potentiel, par contre, énorme en France et sur nos territoires. Allez, la question qui nous taraude tous. Les éoliennes et les panneaux solaires, ça on l'entend beaucoup, utilisent des terres rares. Ça dit quoi là dans les réponses? Ça dit beaucoup de noms. Beaucoup de noms, ok, très bien. Alors, répondons. Donc, la réponse, elle est un peu mitigée, mais elle est quand même globalement négative. Pourquoi? Alors, parce que déjà, le photovoltaïque n'utilise pas de terres rares, d'accord? Ils utilisent des matériaux dits rares. Quand on parle de terres rares ou de métaux rares, on fait appel à une définition géologique, d'accord? Elle n'est pas synonyme de rareté. Dans les panneaux photovoltaïques que je vous ai décrits tout à l'heure et qui représentent 90% du marché, il n'y a pas de terres rares. Les métaux qui sont utilisés dans le photovoltaïque, je vous les présente juste après, ce sont des métaux qu'on va dire critiques, c'est-à-dire où il va y avoir une certaine tension. Et en plus, on l'a vu, il s'agit de l'argent et du cuivre.
Donc, il n'y a vraiment pas de terres rares dans les panneaux photovoltaïques. Il y en a dans seulement 10% des panneaux qui sont une technologie dite à couche mince, qui est très coûteuse, qui a un meilleur rendement, mais qui est très coûteuse et qui est très peu utilisée. Il me semble ne pas me tromper en me disant que c'est les panneaux qu'ils mettent sur les satellites. Et voilà, c'est très peu utilisé par les particuliers ou voilà, pour les installations qu'on voit en tout cas. Ensuite, dans les éoliennes, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que les terres rares qui vont être utilisées, ça va être pour les moteurs à aimant permanent. Et ça va représenter que 10% des éoliennes en mer, ce qu'on appelle les éoliennes offshore. En France, il n'y a pas d'éoliennes offshore. Il y en a à titre expérimental et il n'y en a pas qui sont développées. Et j'ai fait exprès tout à l'heure de vous représenter le graphique vous montrant la part des énergies renouvelables et du coup la part que représente le PV et l'éolien pour vous montrer que c'était quand même relativement faible. Donc, il faut un petit peu rationaliser tout ça. Donc, non, il n'y a pas de terres rares ou alors très peu dans les éoliennes et dans certains types d'éoliennes. Ce n'est même pas 100% des éoliennes offshore. Donc, ce que j'essayais de vous dire, c'est qu'effectivement, il y a une différence. Hop, Thierry ne m'en voudra pas, j'ai quand même mis le tableau là pour que ça en jette un peu. Je vous ai mis le tableau de Mendeleïev, donc ça c'est le tableau de classification périodique des éléments, pour vous montrer, voilà, les terres rares, c'est quoi? C'est une catégorie d'éléments chimiques. Donc, il y a un amalgame très fort entre terres rares et matériaux critiques. Dans le documentaire Arte, là, la face cachée des énergies vertes, il joue là-dessus de manière un peu abusive. Un matériau critique, c'est quoi? C'est un matériau qui dont la criticité va être évaluée en fonction de la zone géographique dans laquelle on se trouve. Ça, je vais vous donner un petit exemple tout à l'heure. De l'importance économique de ce matériau, du risque d'approvisionnement, donc c'est-à-dire qui produit, et de sa capacité à être remplacé, sa substituabilité. D'accord? Ça, c'est un matériau critique. On ne nie pas, comme le montrent les documentaires, que ce soit du cuivre, de l'argent, des métaux rares ou des terres rares, dans tous les cas, la manière dont c'est extrait, c'est catastrophique. D'accord? Ça se fait dans des conditions qui sont très rudes, pas forcément respectueuses des travailleurs et qui en plus polluent localement de manière très importante. Voilà, donc ça, on ne le nie pas. Mais disons que cette tension sur l'argent, par exemple, et sur le cuivre, ne dépend pas des panneaux solaires, en fait. La tension, elle n'est pas liée à la production de panneaux solaires ou à la production d'éoliennes. D'accord? Majoritairement, ça va être les smartphones, les écrans, les vitres de voitures et de bâtiments, les tablettes d'ordinateur, voilà, tout ce qui est écran, etc. D'accord? Donc voilà. Comme là, on parle quand même des panneaux solaires, je vous ai mis ici un tableau. Donc ça a été fait par l'Institut Négawatt, qui montre un petit peu voilà, qu'est-ce qu'il y a dans un panneau photovoltaïque, donc dans 90% des panneaux produits aujourd'hui. Est-ce que ce sont, alors là, je ne suis pas calée, mais est-ce que des alcalins, des métaux, des métalloïdes ou des terres rares? Donc on voit bien que là, il n'y a pas de terres rares. Et il a été marqué effectivement le niveau de criticité que je viens de vous décrire de ces matériaux. Voilà, donc ça c'est pour répondre à cette question des terres rares. Pour aller plus loin et pour sourcer un petit peu, parce que je ne suis pas allée que sur un site, j'ai croisé mes informations, j'ai pris au moins 5 ou 6 sources. Je vous ai donné mes sources les plus pertinentes. Donc, vous avez l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement. Voilà, donc c'est quand même le gouvernement. Vous avez l'Université Négawatt. Vous avez le site photovoltaïque.info. Voilà, là, je ne connais pas très bien cette personne, mais voilà, c'est un conférencier qui, en fait, Daniel Suchet, qui recontextualise, en fait, les raisons pour lesquelles on s'intéresse aux énergies renouvelables. Donc, ça dure 12 minutes et vraiment, ça permet de se reposer les bonnes questions. Et vous avez un autre site internet qui s'appelle décrypterlenergie.org qui va répondre à pas mal d'idées reçues ou de questions supplémentaires que vous pourriez vous poser. Voilà, j'espère sincèrement avoir pu répondre à vos questions. On continue. Et d'ailleurs, est-ce que les panneaux photovoltaïques, ça se recycle?
je vous laisse répondre. Au moins dans vos têtes. Oui, ça se recycle à plus de 95%. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les fabricants de panneaux, ils sont tenus de financer la filière de recyclage. Donc, il y a un organisme en Europe qui s'appelle PVcycle et qui s'occupe de cette filière de recyclage. C'est-à-dire qu'elle va collecter les panneaux et puis après, séparer tous les éléments qui composent un panneau pour pouvoir les recycler. Donc, voilà comment ça marche, hein. Il y a la fabrication des panneaux, l'installation, et puis ensuite, il y a des points de collecte ou un acheminement. En fait, en fonction de la puissance de votre installation, soit vous allez le déposer dans un point de collecte qui sont référencés sur leur site, soit c'est eux qui vont venir les récupérer. Et puis ensuite, à l'usine de recyclage, qu'est-ce qu'ils font? Par broyage mécanique, ils vont séparer les différents éléments que l'on a vus tout à l'heure. Le verre, le silicium, le cuivre, l'aluminium, et puis le cuivre étamé et le fameux EVA. Donc voilà, tout ça, par procédé, on sait le trier, pardon. Et après, ça va être réinjecté dans l'industrie. Donc vous pouvez aller voir le site PVcycle pour en savoir plus là-dessus. Comme on a pas mal débordé, je vais voir, on va prendre quelques questions, mais vraiment, dans les ressources que je vous ai données, vous trouverez beaucoup d'infos. Allez, dernière question. Les énergies renouvelables sont-elles fiables? J'y réponds assez vite, hein. Alors, oui, c'est fiable, mais c'est fiable dans certaines circonstances. Donc, le mix énergétique, il est essentiel, d'accord, pour pallier aux intermittences de production. Donc, effectivement, il n'y a pas du vent tout le temps, il n'y a pas du soleil tout le temps, c'est évident. Donc, il faut des solutions de stockage. Donc là, avec les énergies renouvelables, on est capable de stocker. Ça, c'est une question qui a été posée tout à l'heure. Donc, l'hydraulique, hein, c'est une solution renouvelable stockable. Le bois, c'est stockable. Et Power to Gas, c'est le fait de convertir effectivement la production électrique en gaz. Pour étayer ces propos, il y a l'ADEME et l'association Négawatt, mais il existe bien d'autres scénarios qui ont fait des recherches sur un scénario de 100% renouvelable. Mais ce scénario 100% renouvelable, il n'est pas possible sans des réductions de consommation. Donc, je le fais très rapidement aussi. Vous avez aujourd'hui l'empreinte carbone, donc la première colonne d'un habitant. L'objectif, la dernière colonne, il est de 2. D'accord ? 2 tonnes de CO2 par habitant. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il y a des actions individuelles à faire, mais aussi des actions collectives. En fonction, donc là, vous avez 2 colonnes qui proposent les comportements réalistes à l'échelle individuelle et les comportements héroïques qui pourraient finalement apporter 50% de réduction de notre bilan carbone. Ce que je veux dire par là surtout, c'est qu'en fait, on est tous responsables de la transition énergétique, on a tous un rôle à jouer. Ce n'est pas qu'aux autres et ce n'est pas qu'aux dirigeants d'agir, c'est à nous tous. Et c'est pour ça que Sévidoré est présent aussi ici, c'est pour proposer une solution collective, une réponse collective à cette problématique. Voilà, j'avais beaucoup trop de choses à dire. Je vous propose de prendre, on va dire, 3 ou 4 questions, si vous arrivez à les concentrer. Et puis sinon, je les lirai a posteriori et j'essaierai de prendre le temps d'y répondre. Dans cette dernière partie, il n'y a eu en fait qu'une seule question. C'est une question de Ludovic qui dit « fiable par rapport à quoi ?» Alors, fiable, oui, c'est vrai qu'effectivement, fiable, c'est un mot qui porte à confusion, mais c'est un peu voulu. C'était pour jouer sur le côté intermittent. C'est une question qu'on a quand même assez souvent. C'est est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut produire de l'éolien se fournir en électricité éolienne en permanence? Donc, effectivement, la réponse est non. Une autre question importante, parce que je pense que là, on ne s'est pas compris. Laetitia dit « Je suis quelque peu choquée d'avoir pu laisser affirmer que la consommation de charbon était non polluante. Le but des énergies vertes est justement de lutter
contre le développement polluant et notamment au CO2. D'accord. Mais ça, c'était une remarque liée à une conversation entre deux personnes. Effectivement, moi, je n'ai jamais dit que la consommation de charbon était quelque chose de vert. Voilà. Ça, c'est pareil, hein, ça fait partie un petit peu du marketing, du greenwashing, etc. C'est dire les énergies vertes. Donc, nous, j'ai fait exprès d'employer ce terme pour ce webinaire, mais c'est vrai qu'il est plutôt question, comme l'a dit Thierry Manceau, mon collègue, de parler d'énergie renouvelable. D'accord ? Oui. Alors, le bois, la consommation du bois elle passe dans les énergies renouvelables. La consommation du charbon, on ne peut pas dire qu'elle passe dans les énergies renouvelables. Ben non. Parce que la production du charbon à partir des déchets de bois prend des dizaines de milliers d'années. Donc, pour être clair, pour répondre à Laetitia, je pense qu'on ne peut pas dire que la combustion du charbon était non polluante. Oui, je pense Et qu'il y a une je incompréhension. pense qu'il y a une incompréhension quelque part. Effectivement. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis, vous allez continuer. J'espère que vous avez encore du cerveau disponible pour continuer d'apprendre des choses. Donc, là, on va donner la parole au collectif citoyen Sévidoré, qui est soutenu fortement par la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré. Et parce que vous n'êtes pas forcément des habitants du territoire, voilà, sachez que c'est ce collectif citoyen, producteur d'énergie renouvelable, qui va vous être présenté là, il en existe vraiment partout en France et plusieurs sur notre département. Voilà, et ben merci de m'avoir écouté et bienvenue Monsieur Le Maignan. Merci Jessica. Et du coup, vous pouvez me laisser partager Ouais, normalement c'est bon. l'écran. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, c'est Ouais. bon, Bernard. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va essayer. L'idée, c'est aussi de faire aussi vite que possible pour vous donner un peu une idée de ce que peut être, comme le disait Jessica, et non pas simplement de produire de l'énergie photovoltaïque pour soi, mais au fond de se mettre à plusieurs pour essayer de contribuer un petit peu plus largement à cette transition écologique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une centrale villageoise? Eh ben, à l'origine, c'est d'abord une idée. Vous voyez ce premier item qui est venu à un certain nombre de citoyens et de collectivités il y a déjà une bonne dizaine d'années, qui se sont dit précisément ce qu'on est en train de se dire ici, plutôt que de chacun faire dans son coin sa petite centrale sur son toit, pourquoi ne pas essayer à plusieurs de coordonner notre effort pour démultiplier l'impact du photovoltaïque sur un territoire? Cette idée, elle a donné lieu à une expérimentation qui a été lancée en 2010 par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui est une agence régionale, et puis 5 parcs naturels régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui se sont dit, voilà, on va regrouper des collectivités, des citoyens, pour essayer de faire plusieurs unités photovoltaïques coordonnées. Et donc de fabriquer de l'énergie photovoltaïque, mais à une échelle un petit peu plus importante que uniquement des individus. Cette expérimentation, qui a été extrêmement positive, a débouché sur la création d'une association nationale, l'Association nationale des centrales villageoises, qui a fédéré en fait ces premiers groupes expérimentaux et puis qui a ensuite servi de creuset, si vous voulez, à la création de nombreuses petites sociétés locales. Vous voyez ce qu'il y a à l'écran, c'est aujourd'hui 52 groupements partout à travers la France qui ont installé donc 320 installations et qui aujourd'hui ont réussi, si vous voulez, à mettre en production de quoi faire consommer à peu près 1000 foyers par an. Je parle ici des centrales villageoises parce que c'est le modèle auquel nous, Sévidoré, nous adhérons, mais il y a plus largement sur le territoire national d'autres réseaux comme celui-ci, je pense essentiellement au réseau énergie partagée, qui est complètement fondé sur le même principe, c'est-à-dire regrouper des citoyens, des entreprises, des collectivités pour faire un effort collectif, je dirais, en faveur de la transition verte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle? Eh bien, je vous le disais très rapidement, c'est d'abord l'idée de mettre ensemble donc, des citoyens, des entreprises, des collectivités, mairies, communautés de communes, pour créer une structure juridique ad hoc
Notre cas à nous, Stevidoré, c'est une SAS, Société par Action Simplifiée, mais il y a d'autres modèles. Laquelle société décide de louer, vous voyez ici, bail à location de toiture, de louer des toitures à des particuliers ou à des collectivités pour réaliser, pour installer des installations photovoltaïques sur ces toitures, en faisant appel en effet à un back-office derrière, à des assistants maîtres d'ouvrage, à d'autres animateurs. Avec le produit de cette vente, la société locale verse des dividendes aux actionnaires. Nous sommes une société, hein, alors une société avec une rémunération très faible, puisque notre but n'est pas de faire de l'enrichissement à partir de cette électricité vendue, mais bien de faire surtout de nouveaux projets, puisque ce rendement, en fait, cette vente d'énergie va nous permettre de faire d'autres tranches photovoltaïques, voire même de développer d'autres projets d'énergie renouvelable. Bernard, tu peux mettre un plein écran, s'il te plaît, ce sera plus visible. Touche F5. F5. Non, en bas à droite, en bas. Ouais. En bas de ton écran, tu as un écran, s'il te plaît. La touche F5. Bah non, je ne l'ai pas, mais… Non, désolé. Non. J'arrête de t'embêter. Alors, il faut appuyer en bas à droite, là, sur le petit, juste avant le curseur. Mais je ne l'ai pas à mon écran. Vous ne voyez pas trop bien, là, c'est ça? Il faudrait sinon augmenter le zoom, en fait. Voilà, oui, celui-là. Voilà. C'est bon, merci Bernard. Excusez-moi. Voilà, d'autres tranches et d'autres projets d'énergie renouvelable. Daniel, qui vient de prendre la parole tout de suite, vous évoquez aussi les projets d'hydrogène, mais on réfléchit avec l'Association nationale des centrales villageoises à d'autres formes de production d'énergie renouvelable. Alors, Stevidoré elle-même, qu'est-ce que c'est? Je vous le disais, c'est une société par action simplifiée qui s'est constituée avec des groupes de travail, des groupes techniques, un processus de communication qui s'est doté d'une gouvernance aussi, un président, des vice-présidents, un conseil de gestion, et surtout qui a fait appel à des appuis, puisque tout seul, en fait, nous n'aurions pas pu monter des projets de cette ampleur. Je vous parlais de CV de cette Association nationale des centrales villageoises ou bien du réseau énergie partagée. Donc, nous avons d'abord la nécessaire rigueur liée à toute forme de société, laquelle société se veut citoyenne au sens où elle ne travaille, elle ne réalise des choses qu'avec des acteurs bénévoles. Nous sommes tous bénévoles au sein de Stevidoré, avec un mode de gouvernance qui se veut aussi très collaboratif et participatif. Et je le disais, avec une faible redistribution des résultats, c'est-à-dire que ce n'est pas une société qui est destinée à avoir une vocation d'enrichissement personnel de quiconque, ni des actionnaires, ni des gestionnaire. Orienté vers la production d'énergie renouvelable, notre objectif, c'est de la production d'électricité photovoltaïque pour cette première tranche, avec un objectif de production de 12 à 15 installations. Alors, pour être bien clair, vous voyez qu'il ne s'agit pas de mettre une installation photovoltaïque sur une toiture, mais d'installer une grappe de panneaux photovoltaïques sur plusieurs toitures et donc d'optimiser toutes les études préalables, la maîtrise d'ouvrage, les achats de matériaux, les sous-traitances pour avoir une installation, une grappe d'installation assez cohérente. Et on vise une production d'environ 500 mégawattheures par an, tout en ayant en arrière-plan pas simplement la visée de production d'énergie, mais aussi la question de la sobriété énergétique, comme Jessica l'a largement dit tout à l'heure. Et enfin, une société qui se veut très, très ancrée dans le territoire. Le principe d'énergie partagée comme des centrales villageoises, c'est bien des inscriptions très locales. C'est pour ça que nous sommes nombreux à ne pas tous être de la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré, qui est notre communauté d'implantation. Mais vous trouverez sur votre territoire d'autres collectivités de ce type, le plus souvent montées en société par action simplifiée. Tous ces collectifs citoyens cherchent à garder des liens très importants avec les mairies, avec les communautés de communes, les EPCI, etc. Voilà.
voilà un petit peu la présentation. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ben, vous voyez, ça fait maintenant 18 mois que ces vies dorées existent. Nous avons repéré, analysé près de 150 toitures sur la quasi-totalité des communes de la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré. Cette communauté de communes, pour ceux qui ne situent pas bien, hein, c'est le sud du Beaujolais. En fait, c'est toute une région qui est nord, légèrement ouest de Lyon, et qui est un territoire de vignes, de collines, d'agriculture, beaucoup. Sur ces 150 toitures, nous avons des contacts avancés avec plus de 70 propriétaires et nous avons déjà signé des promesses de bail pour installer ces futures toitures. Certaines de ces installations futures sont d'ailleurs déjà en cours d'études techniques auprès d'un cabinet spécialisé, d'un bureau d'études. Simultanément, on a rentré du capital, parce qu'en tant que société, il faut qu'on ait aussi les moyens de nos ambitions. Donc, on a capitalisé plus de 60 000 € maintenant. On a touché une subvention du Conseil régional pour les dispositifs d'aide au déploiement d'énergie renouvelable, ce qu'on appelle Starter énergie renouvelable. Et puis, la communauté de communes, Beaujolais-Pierre Doré, qui a été finalement un des noyaux fondateurs de ces vies dorées, nous a aussi aidé à financer les études de faisabilité qui sont en cours actuellement. Et puis voilà, et puis nous poursuivons la campagne de souscription visant à monter un petit peu en capital, de sorte à aller voir les banques et à démarrer prochainement les premiers travaux d'installation. Et puis voilà, et puis surtout, nous restons, ce que je vous disais tout à l'heure, partenaires très, très proches avec la communauté de communes, notamment sur le plan climat, air, énergie territoriale, qui est, comme toute communauté de communes, un peu le socle qui encadre le développement des énergies renouvelables et des économies d'énergie sur un territoire donné. La communauté de communes, d'ailleurs Beaujolais-Pierre Doré, est en cours de signature d'un contrat de transition écologique auquel nous sommes aussi partis. Voilà, vous avez, on ne la voit pas bien, mais sur une carte, les implantations de nos futures toitures. Et vous voyez que sur le territoire de la communauté de communes, nous essayons et nous y parvenons pour l'instant à avoir des implantations un peu partout, y compris dans les zones les plus montagneuses et les plus reculées, pour finalement distribuer assez largement ce principe d'énergie collective, de production d'énergie collective. Voilà, et venez nous rejoindre si vous voulez. Pour ceux qui sont sur le territoire de la communauté de communes, il est toujours possible de nous proposer votre toiture à la location. Alors, on va bien sûr examiner si elle est techniquement éligible. Mais pour tous, que vous soyez ou non sur la communauté de communes, il est possible de participer à nos travaux, bien sûr, et surtout même d'acheter quelques actions de ces vies dorées, de souscrire. Vous aurez le lien sur le document que Jessica va vous faire suivre. Vous voyez, encore une fois, l'essentiel, c'est de se mettre à plusieurs pour essayer, à notre échelle, de multiplier l'effet de production d'énergie locale. Voilà ce que je voulais vous dire, Laetitia. Jessica, c'est à vous. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que, donc, il y a des questions? Quel capital devez-vous atteindre? Nous visons un capital de 100 à 150 000 €. On est à peu près au tiers de notre, un peu plus du tiers, même presque une moitié de notre capital visé, sachant que le capital qu'on aura obtenu d'ici le mois de mars nous permettra de fixer le périmètre définitif, le volume définitif de toiture que nous allons installer. Il y a une question. Les toitures envisagées sont-elles repérées par ces vies dorées ou des personnes peuvent se porter volontaires? Les deux sont une bonne chose. Ces vies dorées a mené, je vous le disais, on a mené une campagne d'examen des toitures à l'aide de logiciels un peu spécialisés qui nous permettent, avec les simples vues aériennes, en fait, de calculer le productible d'une toiture. Mais on répond aussi à toutes les personnes, toutes les entreprises, toutes les collectivités qui voudraient bien nous
nous contacter, nous dire « mais moi j'ai une toiture », et à ce moment-là, on vient les voir, on examine avec eux la faisabilité et la productibilité de leur toiture, et si les choses sont possibles, eh bien, on signera avec eux une promesse de bail. Très bien, effectivement, hein, ce sont des sociétés citoyennes très bien montées, très bien gérées, et avec une montée en compétences des bénévoles grâce à un réseau national et régional qui donne beaucoup de fiabilité à ces sociétés. Il y a Une question peut-être. Une question de Yves Guisset. Concrètement, lorsque la production aura démarré, comment fonctionnera économiquement le système? L'électricité produite sera consommée selon quel mode? Autoconsommation mixte, délivrée à Sévidoré, fournie par Sévidoré. Bernard, tu réponds? Alors, dans cette première tranche que nous sommes en train de réaliser, l'ensemble de la production sera vendu soit à EDF obligation d'achat, soit à une autre, peut-être Enercop. Nous n'avons pas encore statué collectivement sur le fournisseur que nous allons cibler. En revanche, nous travaillons déjà pour une éventuelle deuxième tranche qui pourrait être sur un autre modèle économique et notamment avec une autoconsommation partielle ou totale, enfin partielle en tout cas, notamment pour des installations qui se tiendraient sur des lieux qui ont un fonctionnement plus en journée. Je pense à des entreprises de services par exemple, où là l'autoconsommation devient évidemment bien plus rentable. Dans ce cas, Sévidoré installera les panneaux et le propriétaire utilisera l'électricité pour son compte en autoconsommation et versera à Sévidoré une forme d'amortissement en fait, du matériel que Sévidoré aura installé chez lui. Voilà, généralement, le modèle économique, c'est la société achète des panneaux photovoltaïques, les installe grâce à une mise à disposition de toiture. Une fois que ces panneaux produits, l'électricité est vendue en totalité. Et c'est cette vente qui permet de rapporter du capital à la société et donc de réinvestir ou de rémunérer les sociétaires. Dans tous les cas, d'ailleurs, que l'on soit en vente totale ou en autoconsommation, donc on loue la toiture pendant une durée du bail, les baux sont de 20 ans, à la suite de quoi l'installation devient la pleine propriété de la personne qui nous a mis sa toiture à disposition. C'est-à-dire que finalement, c'est une manière aussi à long terme, évidemment, pour les personnes qui nous louent leur toiture, de disposer à la fin du bail de l'installation pour leur propre compte sans avoir eu à investir. Alors, quel coût se fait la location de toiture? Alors, à quel coût ou à quel coût pour Sévidoré et à quel montant pour le propriétaire? Nous versons actuellement un loyer qui est assez modeste, hein, qui est de 1,50 € par mètre carré de panneaux installés par an. Donc, vous voyez qu'une centrale qui fait, on va dire, 29 kW des particuliers, hein, c'est environ, on va dire, 60 mètres carrés de toiture, et ben ça va rapporter à la personne assez peu de choses. Ça va rapporter 90 à 100 € par an de location. Donc, c'est assez symbolique. C'est plus la participation au projet citoyen qui est attendue que le retour sur investissement. Mais en même temps, il n'y a pas d'investissement pour le propriétaire. Voilà, on est vraiment dans l'action collective, en fait, hein, la mutualisation